cadre du cycle annuel de conférences de la chaire Lexoum, donc c'est 2022-2023, qui s'intitule « Histoire et géopolitique d'Internet ». Je m'appelle Valentin Kelipel, je suis chargé de mission du laboratoire de cyberjustice et je représente aujourd'hui le professeur Karim Benyeklef, qui ne pouvait être présent, mais qui est le titulaire de cette chaire de recherche. Donc ce cycle de conférences revient sur l'histoire, la généalogie de l'Internet, et essaye de comprendre comment est-ce que ce médium technologique est devenu un terrain de combat idéologique, économique et politique à part entière. Et aujourd'hui, très probablement, Monsieur Isaac reviendra sur une notion analogue, mais qui va peut-être encore plus loin en parlant de guerre et de guerre cognitive. Monsieur Isaac est maître de conférence à l'Université de Paris-Dauphine en France, docteur en sciences de gestion. Il a été vice-président du numérique, directeur académique et de la recherche à la Rouen Business School, et il co-dirige la mention Système, Information, Réseau et Numérique et dirige le parcours de Master 2, Management des télécoms et des médias depuis 2014. Sans plus attendre, je vais céder la parole à M. Isaac. Mais simple rappel, à l'issue de cette présentation, il y aura naturellement une période de discussion, de questions, qui sera à la fois ouverte aux personnes présentes dans la salle, mais également à distance. Et donc, vous pourrez poser vos questions grâce au chat sur la plateforme Zoom. Et j'ajouterai pour les personnes qui sont inscrites à la formation continue du barreau et éventuellement du parcours de notariat qu'un mot de passe leur sera donné à l'issue de la séance pour pouvoir valider leurs heures de formation continue. Bienvenue et merci d'être là. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup pour cette invitation et l'occasion qui m'est donnée de partager avec vous un certain nombre d'analyses que j'ai développées non pas en tant qu'historien, puisque je ne suis pas historien, et je ne suis pas non plus spécialiste de géopolitique. Et, comme ça a été dit en introduction, je suis un professeur de système d'information et je m'intéresse donc plutôt à ces systèmes sociotechniques dans le cadre particulier de l'entreprise. Néanmoins, j'ai une appétence assez ancienne pour les questions de politique publique du numérique qui m'ont conduit à d'abord exercer une mission pour le ministère de l'Enseignement supérieur en 2008 sur l'université numérique en France. Et puis ensuite, j'ai été président d'un think tank, Renaissance numérique, qui a beaucoup travaillé sur les questions de régulation du numérique et d'enjeux politiques du numérique, et qui m'a conduit à m'intéresser à ces questions de géopolitique de l'Internet. Alors ça, c'est pour illustrer un certain nombre de faits très récents qui se rattachent au sujet qu'on va traiter aujourd'hui. Je ne sais pas si dans la salle et en ligne, il y a des gens qui sont spécialistes des protocoles de l'Internet, mais il y en a un qui est fondamental, qui est BGP, qui permet de router du trafic entre ce qu'on appelle des AS, c'est-à-dire globalement des fournisseurs d'accès Internet. Et concrètement, c'est un protocole qui permet de faire fonctionner l'Internet. Là, vous voyez des courbes qui décrivent des incidents sur ce protocole. Des incidents sur ce protocole, c'est par exemple un pays qui essaierait de détourner une partie du trafic par un routeur qui passerait par des routes qui amèneraient du trafic à un endroit où celui-ci ne serait plus accessible à un certain nombre de personnes. Donc, si vous avez suivi le début du conflit russo-ukrainien, c'est exactement ce qui s'est passé. À un moment donné, les Russes ont essayé notamment de siphonner complètement le trafic ukrainien pour empêcher les Ukrainiens d'accéder au trafic international. Bon, il y a bien d'autres pays qui essayent aussi de limiter l'accès ou de détourner les accès. On peut mentionner par exemple l'Iran actuellement, qui, dans le cadre des événements
qui existe dans ce pays est précisément en train de manipuler BGP, mais on peut parler de la Turquie. Voilà. Et donc ça, c'est un premier fait qui dit que des pays, des nations, essayent d'intervenir sur les protocoles de l'Internet et essayent de détourner notamment ou limiter le trafic Internet. Précisément, je viens de parler d'un pays qui s'appelle la Turquie, qui vient de voter une loi extrêmement restrictive sur les fausses informations qui peut conduire les responsables des services numériques de réseaux sociaux directement en prison s'ils ne limitent pas les fausses informations. Et donc ça, c'est quelque chose d'extrêmement récent, ça date du 19 octobre. Là, j'ai pris un rapport d'une discussion parlementaire du Sénat français au 5 octobre, au cours de laquelle sont convoqués Guillaume Poupard, qui est le directeur d'une agence gouvernementale qui s'appelle l'ANSSI, qui est l'Agence nationale des sécurités des systèmes d'information, et qui explique aux sénateurs qu'en 2021, il y a eu 1027 attaques répertoriées par son service, attaques critiques sur des infrastructures vitales de l'État français ou d'entreprises françaises. Dans ce même rapport, vous avez une autre agence très récente qui a été mise en place en France qui s'appelle Viginum et qui, elle, est en charge de détecter des campagnes d'influence de pays étrangers dans le débat public français dans l'espace numérique. Et donc, vous voyez ici, il y a deux éléments sur lesquels je reviendrai. Des attaques, c'est-à-dire une vulnérabilité qui est exploitée au travers du réseau pour attaquer un certain nombre d'institutions et notamment les bloquer. Et puis là, autre chose qui est d'une autre nature, c'est un fait où on a vu se développer dans l'espace numérique, sur Internet, des campagnes qu'on qualifie aujourd'hui de désinformation, mais qui sont clairement de la propagande. Donc, comment en est-on arrivé là? Et jusqu'à encore à aujourd'hui, c'est un petit peu mon propos de ce jour, avec quelque chose d'extrêmement récent que vous avez peut-être suivi dans la presse ces derniers temps. C'est une loi qui date du mois d'août 2022, le CHIP Act américain, qui globalement est une loi qui vise à empêcher un pays, en particulier ici la Chine, d'accéder à tout un ensemble de composants de semi-conducteurs, notamment de processeurs. Je reviendrai sur cette loi qui est extrêmement restrictive et qui va tenter de limiter les capacités de développement d'intelligence artificielle de la Chine au travers d'une restriction totale sur les composants qui permettent de construire des ordinateurs puissants. Et donc ici, on voit qu'on a trois phénomènes: des attaques par le biais de l'Internet, d'infrastructures. On a des campagnes de désinformation, des campagnes de propagande qui sont véhiculées par l'Internet. Et puis, on a ici un autre phénomène où on cherche à limiter le développement de ces réseaux de communication et à contrôler leur puissance. Donc, si on veut essayer de comprendre ces éléments, c'est un petit peu l'histoire que je vais essayer de dresser dans le propos du jour et revenir sur l'histoire de ce réseau qui est au cœur, vous le voyez, de beaucoup de tensions géopolitiques dont je viens juste de donner quelques petits exemples. J'aurais pu en prendre un très grand nombre. Alors, si vous prenez l'histoire de l'Internet et que vous vous intéressez notamment aux travaux académiques qui l'ont nourri, cette histoire, globalement, elle est souvent, dans les articles des collègues qui travaillent sur ce sujet, elle commence avec quelque chose qui s'appelle ARPANET, sur lequel je vais revenir. Et globalement, je suis sûr que dans l'audience, il y a parmi vous plein de personnes qui considèrent qu'on a construit le réseau, notamment ARPANET, pour résister aux bombes atomiques soviétiques. C'est un espèce de mythe de l'Internet qui a été largement véhiculé. Je vais vous montrer que en fait, tout ça est archi faux, en fait, et que ça ne correspond absolument pas à la réalité. Bref, on a coutume
dans la tradition de l'histoire d'Internet, de faire débuter son histoire avec la guerre froide. Je voudrais prendre un parti aujourd'hui qui pourrait paraître iconoclaste à mes amis historiens de l'Internet, mais précisément, je vais essayer de, puisque le propos est sur la question géopolitique aujourd'hui, de faire un pas un peu en arrière pour vous montrer qu'avant ARPANET, il y a eu toute une réflexion qui est née au cœur de la Seconde Guerre mondiale et qui va conduire à la création du réseau Internet 40 ans plus tard. Mais il faudra 40 ans pour arriver à construire une vision qui s'est forgée au cœur de la Seconde Guerre mondiale aux États-Unis. Ça amènera jusqu'à une époque plus récente, à la chute du mur de Berlin et l'effondrement du bloc soviétique. Globalement, ce moment historique est un moment très important puisque c'est une rupture stratégique pour les États-Unis qui avaient organisé tant leur armée que leur défense et leurs ressources pour gagner la guerre froide. Quand l'ennemi disparaît, qu'est-ce que la puissance? Et donc, ce moment qui a été qualifié notamment par Fukuyama de fin de l'histoire, posait des questions stratégiques absolument nouvelles aux États-Unis. Et je vais vous montrer que l'Internet y a occupé une place absolument centrale, puisque la révision stratégique, y compris militaire, a considéré qu'on rentrait dans une guerre de type informationnel, voire cognitive, et c'est mon propos du jour, et qu'à partir de ce moment-là, les États-Unis vont développer une stratégie autour de l'Internet qui va leur permettre de bâtir ce qu'ils appellent la suprématie informationnelle ou suprématie cognitive. Cette stratégie qui est mise en place donc à partir de la chute du mur dans les années 90, elle va vite se fracasser sur en fait l'histoire tout simplement qui fait son grand retour, elle n'a pas disparu. Et l'histoire, elle revient par un événement que vous avez tous en tête, qui sont les attentats du 11 septembre 2001. Donc très vite, les États-Unis sont confrontés à quelque chose qu'ils n'ont pas su anticiper et qui va amener à une doctrine militaire sur l'information qui va conduire à un texte fondamental qui est le Patriot Act, sur lequel j'aurai l'occasion de revenir, et qui va avoir des conséquences absolument fondamentales dans les moyens qui sont confiés aux agences de renseignement américaines. Mais à partir de là, plusieurs moments importants, puisque deux grandes puissances mondiales, la Russie d'un côté et la Chine de l'autre, ne vont pas accepter, on va dire, l'ordre cognitif que les Américains essayent d'imposer au travers de leur stratégie informationnelle. À partir de là, l'Internet n'est plus l'Internet que l'on connaît depuis les débuts, mais c'est quelque chose qu'on appelle le splinternet, c'est-à-dire une fragmentation de l'Internet qui ne fait qu'exprimer des rivalités géopolitiques extrêmement violentes et qui ne font que s'accroître au fil des années. Et si vous prenez la tension sino-américaine actuellement ou la tension européenne russe, vous allez voir qu'on peut les décrypter l'une et l'autre au travers de cette notion de guerre cognitive, une notion qui est forgée précisément par les Américains au début des années 2000 et dont je vais essayer de vous démontrer qu'elle est une réalité assez centrale de la géopolitique moderne. Et elle est tout simplement la mesure du fait que, comme Michel Serres, philosophe français, l'a exprimé, nous avons externalisé une partie de notre mémoire et de notre savoir dans un espace numérique, qui est une prothèse qui nous a été ajoutée, que nous avons co-construite. Et donc, il n'est pas totalement illogique que la guerre s'y déploie. Elle prend des formes assez variées, je vais y venir, mais concrètement, si on voulait comprendre pourquoi la guerre est devenue cognitive, c'est tout simplement parce que l'humanité a développé une surcouche cognitive qui s'appelle l'Internet, dans laquelle une grande partie des informations et des connaissances s'y retrouvent. Voilà. Alors, je vais commencer mon propos par une première partie sur pourquoi l'Internet n'est pas né en 1968 avec ARPANET, mais est né en 1942. Ça peut paraître assez iconoclaste de tenir un tel propos, mais il faut comprendre qu'au fond, c'est la Seconde Guerre mondiale
qui va donner naissance à l'Internet. Alors, pour comprendre ça, il faut se pencher sur comment les États-Unis ont géré la guerre. Et je vais m'intéresser à un personnage assez central dans la gestion de la guerre, qui est Vannevar Bush. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent Vannevar Bush. Je vais le présenter rapidement. Vannevar Bush, il a joué un rôle décisif dans la Seconde Guerre mondiale, notamment dans la gestion du projet Manhattan qui amènera la bombe atomique. Ensuite, dès 1942, il y a un certain nombre d'académiques de différents champs qui se réunissent dans une fondation, la fondation Massey, et qui commencent à essayer d'élaborer quelque chose qui permettra de sortir de la guerre avec une science qui permettra de mettre fin aux guerres. La fondation Massey et ses conférences de Massey vont déboucher sur quelque chose qui est absolument central pour comprendre l'Internet, qui est la cybernétique. Si on parle de cyberespace, si on utilise le terme cyber, c'est parce qu'il y a eu les colloques de Massey. Et donc, il faut comprendre ce que c'est que la cybernétique et pourquoi elle est née au cœur de la Seconde Guerre mondiale. Je vais y venir, c'est absolument central, parce que s'il n'y avait pas eu cette concentration intellectuelle, philosophique et scientifique, le monde que nous connaissons ne serait pas le même. Et donc, dernier élément, les idées sont importantes, mais les machines jouent un rôle fondamental, et donc il faut comprendre que l'ordinateur est le fruit de la Seconde Guerre mondiale. Alan Turing a écrit le principe de l'ordinateur en 1937. La Seconde Guerre mondiale le fera advenir en 1944-1945, et un certain nombre des gens qui ont géré le programme Manhattan, au premier rang desquels von Neumann, est clairement un acteur absolument central dans l'émergence de ce qui deviendra finalement le monde numérique que nous connaissons aujourd'hui. Donc, pourquoi je fais ce pas en arrière? Parce que précisément le monde numérique que nous connaissons, qui a mis 40 ans à émerger après la Seconde Guerre mondiale, n'aurait jamais pu exister s'il n'y avait pas eu cette concentration intellectuelle absolument fondamentale pendant la Seconde Guerre mondiale. Alors, pourquoi il y a une telle concentration de personnes qui se disent qu'il faut changer le monde? Parce que je vous ai mis quelques images. La Seconde Guerre mondiale, c'est la plus grande destruction de l'humanité, de la bombe atomique en camp de concentration au bombardement de l'Allemagne. Jamais l'homme n'a autant détruit l'homme. Bon. Et donc, il y a à ce moment-là une volonté dans la communauté intellectuelle et scientifique, notamment aux États-Unis, de dire comment peut-on éviter ça une nouvelle fois. Donc ici, il y a un contexte géopolitique absolument désastreux qui fait naître chez un certain nombre de personnes la volonté de repenser la gouvernance de l'humanité pour essayer d'éviter des conflits autodestructeurs d'une telle ampleur. Et donc, les États-Unis, pour mener la guerre, ont mené une guerre scientifique. Ils ont rassemblé plus de 6000 scientifiques pour mener à bien la guerre et pour se doter notamment de technologies comme le radar qui vont permettre de déjouer par exemple les sous-marins dans l'Atlantique, qui vont permettre de créer la bombe atomique. Et cette coordination de ce programme scientifique est menée par une personne qui s'appelle Vannevar Bush. C'est un docteur en physique et Vannevar Bush, il a 6000 scientifiques à coordonner, des dizaines de programmes scientifiques à coordonner. Et donc, en 1945, après la mise au point de la bombe atomique, il écrit un texte qui s'appelle « As we may think ». « As we may think ». Retenez ce titre, il faut lire ce texte. Ce texte est séminal pour comprendre qu'est-ce qu'est l'Internet. La machine que vous voyez à l'écran, c'est le MEMEX. C'est la machine que Vannevar Bush imagine en 1945, un bureau dans lequel il pourrait consulter toute la connaissance disponible sur des microfilms, il pourrait consulter des films, il pourrait les relier entre eux et mettre des liens entre eux, et il pourrait écrire aussi sur ces liens et sur ces documents. Et donc, en fait,
Ce que pense Vannevar Bush en 1945, c'est une grande partie de ce que nous consommons et nous appelons aujourd'hui l'Internet. Donc la machine qu'il imagine pour faire ça, c'est le MEMEX. Et donc c'est une préfiguration visionnaire de ce que nous allons construire progressivement et qui deviendra l'Internet. Alors évidemment, cette machine n'a jamais existé, mais l'idée de dire il faut rassembler la connaissance scientifique en un seul point et pouvoir y accéder et faire des liens entre ces connaissances, c'est quelque chose d'absolument fondamental. Et vous voyez que la coordination du programme scientifique militaire des États-Unis conduit à cette idée. Le point qui est assez central ici, c'est que ce que cherche à faire Vannevar Bush dans cet article, c'est à montrer à quel point les difficultés de coordination de la connaissance ont été grandes et qu'un système comme le MEMEX permettrait de coordonner de la connaissance et donc de faciliter sa gestion. Et donc, on est dans quelque chose qui est un mythe fondateur essentiel de l'Internet, c'est que c'est quelque chose qui donne accès à la connaissance, c'est quelque chose qui distribue la connaissance et qui relie la connaissance. Et précisément, c'est cette idée-là qui sera largement reprise par d'autres acteurs dont je vais parler, Ted Nelson ou Tim Berners-Lee plus tard. Mais vous voyez qu'une des origines de l'Internet, elle est double. Vous avez d'abord une idée de dire il faut rassembler la connaissance pour y avoir accès, pour mieux la gérer, mais elle est aussi le fruit d'un programme militaire intense. Donc, pour moi, il y a une double origine de l'Internet. C'est à la fois un projet cognitif, mais c'est un projet militaire en même temps. Et les deux sont indissociables, et les Américains vont toujours avoir cette espèce de dichotomie entre un programme militaire, un programme de connaissances. Et très concrètement, on a voulu, me semble-t-il, c'est un point de vue très personnel, dans l'histoire d'Internet, rapidement mettre de côté, et j'y reviendrai, les Américains ont tout fait pour faire oublier finalement l'origine très militaire de tout ça. Donc ça, c'est la première étape, c'est Vannevar Bush. La deuxième étape, c'est la cybernétique. La cybernétique, elle naît de ces conférences de Macy's, il y en aura 10 entre 1942 et 1953. Elle rassemble des gens qui viennent de la biologie, des sciences sociales, de la physique, d'une science qui ne s'appelle pas encore l'informatique, mais qui le deviendra. Et ces conférences débouchent sur quelque chose d'absolument central. C'est l'idée qu'il faut trouver un système de gouvernement de l'humain qui empêche la guerre. Et la réflexion, dès 1942, c'est de trouver une science qui permet de gouverner les hommes par le contrôle de l'information. Donc c'est une sorte de vision du monde dans laquelle, si on accède à une couche informationnelle, au fond, on peut gouverner parce qu'on peut, si on a des systèmes qui permettent d'avoir des boucles de rétroaction, contrôler, anticiper. Et donc, ici, vous avez l'idée absolument fondamentale de la cybernétique, qui est les boucles de rétroaction et des systèmes guidés. Et donc, ça débouche sur l'ouvrage séminal de Norbert Wiener en 1948, qui s'appelle Cybernetics, et qui est, au fond, une synthèse. Alors, il ne représente pas la totalité des réflexions des conférences de Macy's, mais c'est certainement l'output, on pourrait dire comme ça, le plus fondamental de ces réflexions, puisque à partir de là, toutes les sciences des systèmes d'information vont s'appuyer sur cette vision-là du monde. Et très concrètement, dans la vision de Norbert Wiener, il y a l'idée que si on est capable de gouverner des couches informationnelles, de contrôler l'information et les boucles de rétroaction, alors on est capable de gouverner les hommes. Et l'origine du mot cybernétique elle-même est intéressante. Ça veut dire gouvernail en grec. Je ne sais pas s'il y en a qui s'intéressent au cloud, mais le cloud, aujourd'hui, les microservices sont gérés par une architecture qui s'appelle Kubernetes et qui vient de cybernétique. Voilà.
Et donc, vous pouvez voir qu'il y a des analogies sémantiques qui ne sont absolument pas neutres de mon point de vue et qui expriment beaucoup de choses que Norbert Wiener a pensées dès 1948. Et donc, ça, c'est quelque chose qui est absolument central parce que c'est ce qu'on va retrouver dans l'ère et le monde numérique que nous connaissons, et notamment, c'est la base fondamentale de l'intelligence artificielle encore aujourd'hui. Donc, ça, c'est ce que je viens de vous expliquer. Ça, je viens de vous parler d'un certain nombre de personnes qui ont contribué à faire émerger ces idées qui vont déboucher très vite dans la guerre froide. Je vais mentionner encore deux personnes assez fondamentales. Shannon, parce que sans lui et la théorie de l'information, globalement, il n'y aurait pas d'ordinateur. Le 0 et le 1, c'est-à-dire le fait qu'on puisse... Norbert Wiener dit une chose, il dit, si on contrôle l'information, par des boucles de rétroaction, on peut gouverner les hommes. Ben, il y a quelqu'un qui dit, oui, mais si l'information, c'est une quantité, donc on peut la coder, donc on peut la gérer par une machine. Ben, la machine, ce n'est pas Shannon qui va la faire, c'est von Neumann qui, lui, va poser les principes de l'ordinateur. Et donc là, vous avez toutes les briques qui sont là. Toutes ces briques, elles sortent de toutes ces personnes-là, ont travaillé, non pas uniquement sur le programme Manhattan. Shannon travaille sur un programme de cryptologie pour l'armée américaine qui sera déclassifié en 81. Bon. Donc tous ces gens-là ont tous travaillé dans le programme militaire américain de la Seconde Guerre mondiale. Donc, il y a quelque chose qui est très important, c'est que toutes les idées du monde numérique sur lesquelles nous vivons aujourd'hui, elles sont issues d'un programme que Eisenhower lui-même appellera le complexe militaro-industriel, et qui est quelque chose qui est absolument central dans la conception américaine de la puissance. Et tout ça se met en place pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc, si on veut comprendre ce qui va se passer après, il faut comprendre comment la Seconde Guerre mondiale a accouché, dans un contexte géopolitique très particulier, d'un système très spécifique aux Américains qui combine et articule des laboratoires scientifiques, des entreprises privées et des programmes militaires. Et ça, c'est quelque chose qui, globalement, est la caractéristique nord-américaine et qui va avoir des conséquences très, très importantes sur la suite. Donc ça, vous voyez qu'au sortir de la Seconde Guerre mondiale, on a toutes les briques et les prémices de quelque chose qui n'est pas encore là et qui est l'Internet. Alors, l'Internet est quelque chose qui va se mettre en place progressivement parce que là où, contrairement à ce qui est raconté sur l'histoire de fabriquer un réseau qui résiste aux bombes atomiques, la mise en place d'ordinateurs reliés entre eux, c'est quelque chose qui va très vite émerger dès la fin des années 50 et dès la fin des années 60, notamment dans des programmes militaires, encore une fois, qui s'appellent SAGE et SABRE. Et il y a quelqu'un qui va jouer un rôle absolument déterminant dans toute cette histoire, c'est Joseph Licklicker. C'est quelqu'un qui a écrit en 1962 un article dans lequel il parle de l'ordinateur comme un outil de communication galactique. 1962. Et que cherchent à faire les Américains? Les Américains cherchent à faire une chose simple, c'est de pouvoir déclencher des tirs de missiles balistiques automatiquement quand ils détectent un bombardier soviétique en approche des États-Unis. Donc tout ça, ça nécessite de relier des ordinateurs entre eux. Et donc, entre la fin de la Seconde Guerre mondiale, dans laquelle on construit une machine, l'étape de la guerre froide, c'est de se dire, cette machine qui calcule la trajectoire du missile, il faut la relier à d'autres machines, et donc il faut relier ces ordinateurs entre eux. Et donc ça, c'est le projet. Donc Licklicker met au point ces réseaux-là, et globalement, en 1968, le ministère de la Défense va mettre au point un réseau que tout le monde connaît, qui s'appelle ARPANET, et qui va être l'ancêtre de l'Internet, et qui, globalement, sa première véritable démonstration, c'est globalement un programme qui commence en 1968 et qui s'étale globalement jusqu'en 1983, date à laquelle il est globalement séparé militairement du réseau qui sera confié aux universités.
est un programme qui est donc, oui, lié à la guerre froide, mais pas pour résister à des bombes atomiques soviétiques, mais pour gérer des systèmes balistiques. Bon, et là encore, on voit bien que l'Internet a une racine qui est très liée au contexte géopolitique de l'époque, c'est-à-dire que l'idée de relier des machines entre elles ne naît pas de « il faut partager le savoir », elle naît de l'idée que ça permet de protéger les États-Unis d'une attaque nucléaire. Bon. Donc, premier versant militaire. Deuxième versant, on revient à Vannevar Bush. Il y a un étudiant du MIT qui s'appelle Ted Nelson, qui lui a une autre idée, et il se dit que globalement, il faudrait revenir à l'idée de Vannevar Bush, et il a un projet qui s'appelle le projet Xanadu. Si vous lisez le texte fondateur de Ted Nelson sur le projet Xanadu, vous allez découvrir assez rapidement que ça ressemble bigrement à l'Internet qu'on connaît. Et donc là, on retrouve le deuxième pendant de l'Internet, c'est-à-dire un accès à la connaissance avec la notion de lien entre les connaissances et entre les documents. Et donc, c'est l'idée d'hypertexte. Et cette idée, Ted Nelson va s'y employer pendant très longtemps, sauf que son projet, le premier serveur qu'il arrivera à faire fonctionner, il le fera fonctionner en 1983, très tardivement, donc, puisqu'il a commencé en 1957. Hein, vous voyez qu'il a mis quasiment 30 ans à aboutir. Et à cette époque-là, il n'a pas vraiment de chance parce que c'est une époque très particulière. On est à la fin des années 80, c'est-à-dire chute du mur de Berlin en 1989, c'est-à-dire effondrement du bloc soviétique. Et à ce même moment, en Europe, Robert Caillot, qu'on oublie tout le temps, et Tim Berners-Lee mettent au point un protocole qui va devenir le protocole le plus utilisé sur l'Internet, qui est le World Wide Web. Bon, avec trois idées fondamentales, un adressage, un protocole d'hypertexte et un langage de description de page. Bon, et ces trois choses combinées dans un outil qui va devenir quelque chose qu'on appelle un navigateur, vont devenir l'usage principal de l'Internet à partir de cette époque. Bon. Et donc, en fait, on retrouve dans l'idée de Tim Berners-Lee, qui travaille, lui, dans un laboratoire scientifique qui s'appelle le CERN, et donc un laboratoire de physique des particules à Genève. Et donc, on est toujours dans cette idée, qu'est-ce que cherche à faire Tim Berners-Lee, c'est connecter des documents entre eux. C'est encore une fois cette idée d'accéder à la connaissance et de pouvoir facilement passer d'un document à l'autre grâce à des liens hypertextes. Bon. Et donc, vous voyez que c'est la même idée que Xanadu, c'est la même idée que le MEMEX, et que cette fois-ci, il est opérationnel. Et donc, entre l'idée de Vannevar Bush 1945 et sa traduction concrète et technologique, il aura fallu quasiment 40 ans pour arriver à mettre au point quelque chose qui ressemble à cette idée et cette machine. Et cette machine, en plus, elle s'appuie sur un réseau qui, en l'occurrence, est en train de devenir mondial à cette époque-là. Alors, à ce moment-là, on a toujours cette dichotomie et on est dans un contexte géostratégique qui est totalement bouleversé. Puisque, très concrètement, la chute du mur, globalement, si je voulais le faire assez rapidement, on peut dire que les Américains ont gagné contre les Russes. Bon, et donc, il n'y a plus besoin de faire la guerre puisque nous sommes les grands vainqueurs de la guerre froide. Et donc, pour les États-Unis, cette période qui s'ouvre, la chute du mur, c'est une question assez importante parce que la question, c'est où sont les menaces maintenant? Quelles sont-elles? Et comment assure-t-on, pour les États-Unis, le maintien d'une puissance s'il n'y a plus de rivaux? Et donc, c'est une puissance assez importante, enfin, c'est une révision stratégique militaire extrêmement importante à laquelle les États-Unis se livrent pour s'interroger sur finalement, OK, que fait-on et comment le fait-on? Et le comment va nous intéresser bigrement parce que, globalement, l'analyse des Américains les conduit à dire c'est par
la maîtrise de l'information que nous allons pouvoir contrôler et assurer notre puissance au niveau mondial. Et donc, quand vous regardez quels sont les programmes de recherche scientifique qui sont financés, il y en a un qui est particulièrement intéressant, c'est le MDDS, qui est un programme qui va financer pas mal d'universités, dont Stanford, qui a l'habitude de travailler sur des bourses de la NSF. Et ce programme de recherche est assez intéressant puisqu'il vise à mettre au point des outils de requête de très larges bases de données pour accéder à des informations immédiatement. Bon, ça ressemble bizarrement à un moteur de recherche, quoi. OK ? Qui va travailler sur ce programme? Larry Page, Sergey Brin. Google est un output et un spin-off de ce programme. Bon. Ça ne veut pas dire qu'il a été pensé comme ça, c'est un output. OK ? Bon. Mais un output, encore une fois, d'un programme militaire américain et un programme qui est financé par des agences de renseignement qui, tout d'un coup, se trouvent enfin un objectif. La CIA, la NSA et le FBI, en 1989, globalement, le gouvernement américain, comme beaucoup de gouvernements européens, disent on va arrêter de financer puisqu'on a gagné la guerre. Donc, il y a dans la représentation politique américaine une volonté de couper les budgets de la CIA, de la NSA, en disant il n'y a plus besoin de financer tous ces trucs-là. Et donc, les agences qui ont très peur de disparaître et de voir leurs moyens financiers réduits, inventent la notion de guerre économique et de suprématie informationnelle pour continuer à exister. Donc vous avez des choses qui sont très terre-à-terre et tactiques de la part des agences de renseignement américaines qui se combinent avec une révision stratégique militaire assez importante à l'époque et qui vont globalement se dire que l'Internet est un extrêmement bon moyen d'assurer cette domination informationnelle qu'ils cherchent à bâtir. Et donc, quand vous regardez, ça va être construit de plusieurs façons. Première chose, mettre la main sur le World Wide Web. Alors, ça va être très simple. On propose à Tim Berners-Lee 20 millions de dollars pour venir au MIT. C'est fait assez rapidement parce que Tim Berners-Lee a essayé, avec Robert Caillot, de convaincre la Commission européenne de financer le World Wide Web. La Commission européenne ne l'a pas fait, ne comprenant pas l'enjeu du World Wide Web. Alors ça, si vous voulez lire un livre magnifique là-dessus, il faut lire le livre de Alexandre Jardon, Alexandria. Quentin Jardon, pardon, Alexandria, qui explique ça très très bien en détail. Et donc là, comme la Commission européenne refuse de financer le World Wide Web ou ne comprend pas l'importance stratégique, à ce moment-là, Tim Berners-Lee accepte de partir au MIT et donc il débarque au MIT. Donc, en l'espace de très peu de temps, les Américains mettent la main sur le World Wide Web et en font ce que nous connaissons aujourd'hui, c'est-à-dire un espace marchand qui n'était pas du tout dans l'esprit de Tim Berners-Lee au départ et de Robert Caillot. Hein. Ce n'est pas du tout leur projet. Ce n'est pas du tout le projet que Robert Caillot et Tim Berners-Lee ont défendu avant que Tim Berners-Lee parte aux États-Unis. Donc, le World Wide Web devient américain et il le devient très vite parce qu'il y a quelqu'un qui va jouer un rôle décisif, c'est Marc Andreessen, qui va mettre au point un navigateur, Netscape, et qui va donc permettre de diffuser le World Wide Web très rapidement. Donc ça, c'est quelque chose d'assez fondamental à comprendre, c'est qu'à partir du moment où ça devient un objet grand public, comment faire en sorte que tout le monde l'utilise ? Il faut construire un narratif. Et le narratif américain, il est très puissant. Il va s'appeler les autoroutes de l'information, Information Highway. Il y a un acteur politique absolument central dans l'administration Clinton, c'est Al Gore. Al Gore est un homme politique qui va s'emparer du sujet
parce que d'abord, il l'avait déjà pris avant d'être vice-président de Bill Clinton. Quand vous regardez ce que Al Gore a toujours défendu, c'est précisément le rôle de l'informatique et des réseaux informatiques. Et il bâtit un discours sur, globalement, grâce à Internet, nous allons franchir une étape et c'est une nouvelle frontière. Donc, vous voyez la rhétorique américaine de la frontière et la nouvelle frontière qui est portée par le discours politique de Al Gore. Il y a un discours qui est extrêmement célèbre de Al Gore qui date de 1995, de janvier 1995, si j'ai bonne mémoire, dans lequel il parle de « I have a dream ». Vous voyez à quoi ça fait référence, hein. Et il reprend le discours sur le partage de la connaissance et fondamentalement comment ce réseau va globalement apporter la démocratie, renforcer la croissance, l'accès à la connaissance, etc. Bon. Donc vous avez un discours qui est politiquement porté très très puissamment aux États-Unis, mais pas simplement aux États-Unis, ou dans le monde entier. Et donc on fait du World Wide Web un outil d'empowerment de l'individu qui est porté par tout un discours qui est extrêmement huilé autour de ça. Mais il n'y a pas qu'un discours. Les États-Unis, évidemment, veulent rester maîtres de ce réseau. Il est hors de question de le laisser aux mains d'autres acteurs. Et donc, ce qui se passe, c'est que la gouvernance de l'Internet qui est mise en place reste contrôlée par les Américains. Vous pouvez prendre l'ICANN, qui est l'organe absolument central dans la gestion du réseau. L'ICANN, jusqu'à 2016, reste un morceau de l'administration américaine, du Department of Commerce. Ce n'est que depuis 2016 que c'est une ONG, association à but non lucratif de droit californien. Mais jusqu'en 2016, c'est un bout de l'administration américaine qu'ils n'ont jamais voulu lâcher. Bon. L'ICANN, ça gère des choses assez importantes comme le nommage, le DNS, des choses comme ça. Donc, c'est au cœur du fonctionnement de l'Internet. Tous les organes de gouvernance de l'Internet, le W3C, l'IETF, l'ISOC, tout ça, c'est sous contrôle américain. Et globalement, ils n'ont jamais lâché ce truc-là. Ça montre que, d'un point de vue géopolitique, les Américains ont pensé cette chose, dès la chute du mur de Berlin, comme un moyen de contrôler et de maintenir des positions dominantes dans l'économie mondiale. Bon. Sauf que ce projet va se heurter à pas mal de vicissitudes, et notamment des difficultés géopolitiques bien plus importantes qui vont totalement changer finalement la façon dont les Américains vont aborder le sujet. Alors, tout le monde se souvient des attentats du 11 septembre 2001. Les États-Unis, en 45 jours, votent un texte absolument fondamental qui s'appelle le Patriot Act. Le Patriot Act est un texte législatif qui donne des pouvoirs gigantesques à l'administration pour agir globalement sans la justice. Et qui modifie un texte plus ancien, qui est le FISA Act de 1978, qui est tout aussi important, parce que le FISA Act pose déjà beaucoup de choses sur la sécurité nationale américaine, et notamment sur l'idée que tout citoyen américain y participe. Bon. À partir de ce moment-là, à partir du Patriot Act, les États-Unis vont mettre en place un programme militaire qui s'appelle Total Information Awareness, qui globalement va donner aux agences de renseignement américains des moyens sans précédent. L'amiral Poindexter, qui va gérer ce programme, dira même que c'est le Manhattan Project du renseignement. Jamais une nation n'a mis autant de moyens pour surveiller l'Internet. Et donc, les Américains, ici, vont finalement instrumentaliser l'Internet comme un immense réseau d'écoute
ce qui sera révélé évidemment par Edward Snowden en 2012 et qui va constituer une rupture assez importante d'un point de vue géostratégique, de mon point de vue, sur l'appréhension de l'Internet par différentes nations. Il y a un autre événement très important qui va globalement être la suite un peu des attentats du 11 septembre, c'est que les Américains décident d'intervenir dans le monde arabo-musulman, avec les guerres en Irak et en Afghanistan. Il y a un mouvement dont je ne sais pas si vous vous souvenez, qu'on a appelé les printemps arabes. Les printemps arabes, je ne sais pas si vous vous souvenez la façon dont les médias en ont parlé. Printemps arabe, globalement, c'était la révolution Facebook. Globalement, c'est les peuples se libèrent grâce à Internet. Et ils se libèrent des dictatures parce qu'ils ont accès à Facebook et à Internet. Sauf que les dictatures n'ont pas du tout compris ce message-là. Elles n'ont pas du tout aimé ce message-là. Donc, si vous prenez les printemps arabes, c'est 2010-2012. Les révélations d'Edward Snowden, c'est 2012. Vous avez un changement radical de l'Internet à partir de 2012, notamment en Russie, où, par exemple, Vladimir Poutine demande à ce que la gouvernance de l'Internet revienne à l'ITU, c'est-à-dire à l'ONU, et sorte de la mainmise américaine. Donc là, il y a une rupture 2010-2012 qui est liée au printemps arabe. Pourquoi? Parce que beaucoup d'États qui voient dans les réseaux sociaux finalement une menace pour eux, décident de contrôler l'Internet et d'empêcher un certain nombre d'usages de l'Internet. Donc si vous regardez le nombre d'interdictions de réseaux sociaux dans le monde, dans des pays comme l'Iran, l'Inde, la Turquie, tous ces pays-là verrouillent complètement l'Internet. Et donc, on assiste à une fragmentation de l'Internet, qui n'est plus un réseau mondial dans lequel l'information circule librement, mais quelque chose qu'on a appelé le split Internet. C'est-à-dire, finalement, des réseaux qui sont de moins en moins interopérables et de moins en moins reliés entre eux. Et notamment, à partir de ce moment-là, beaucoup d'États vont considérer de faire ce que d'autres ont prévu de faire depuis bien plus longtemps, comme la Chine, c'est d'avoir un réseau qui est plutôt un intranet plus qu'un Internet. Donc, par exemple, je prends le cas de la Russie, qui décide de lancer un projet qui s'appelle RUNET, c'est-à-dire un Internet russe. Vous pouvez prendre l'Iran, qui, elle, a le projet de Halal Internet, qui décide de faire un Internet centralisé. Et quand vous regardez les routes BGP, il y a un très bel article d'un géographe que j'ai mis dans la biographie de mon texte, qui explique très très bien comment les Iraniens ont repris le contrôle de l'infrastructure et des routes pour justement contrôler la circulation de l'information sur Internet au sein de l'Iran. Bon, donc cette période 2010-2012, elle est très importante parce qu'elle explique le monde dans lequel on est rentré. C'est un monde fragmenté et à partir duquel des nations très puissantes comme la Chine et la Russie décident clairement d'essayer de se séparer de l'Internet. Donc le projet politique de ces États, c'est un retour à la souveraineté. Si vous regardez le cas de la Russie, c'est un cas intéressant parce qu'à partir de 2012, la Russie vote beaucoup de lois pour obliger à territorialiser l'hébergement des services numériques, comme par exemple LinkedIn, comme par exemple Facebook, qui sont obligés d'avoir des serveurs en Russie. Donc il y a une volonté de territorialiser pour contrôler. Et puis, plus récemment, 2018, il y a une loi qui a été votée où, globalement, on demande à tous les fournisseurs d'accès Internet en Russie de mettre des boîtes noires pour traquer tous les paquets IP et donc de pouvoir contrôler tout ce qui se passe sur le réseau russe. Sauf que, globalement, les gens qui étudient ça en détail montrent que, globalement, c'est pour l'instant peu effectif
de par la structure même de l'Internet russe, et dans les questions, si vous voulez, je pourrais y revenir. Alors, ça montre que la Russie cherche à se détacher de l'Internet et à le contrôler, parce que la Russie a peur et a très très bien compris que les États-Unis utilisent et instrumentalisent l'Internet dans leurs intérêts géopolitiques. Il y a un État qui, depuis le départ, s'appelle la Chine, et qui est un État qui, lui, ne raisonne pas du tout comme les autres. La Chine a publié en 1999, l'armée chinoise a publié en 1999 un texte qui est traduit en 2002 en anglais, qui est globalement une analyse de l'Internet par les Chinois. Ce document illustre parfaitement la compréhension qu'en ont les Chinois, et les Chinois comprennent très très bien que l'Internet est un projet américain et qu'il faut s'en méfier, et ils écrivent comment le combattre. 1999, chute du mur, 1989. D'accord ? Les Chinois sont marqués aussi par l'effondrement du bloc soviétique. Pour eux, il est hors de question de connaître le même sort que la Russie. Et donc, concrètement, si vous prenez le cas chinois, la logique de, finalement, se protéger derrière une muraille, vous la trouvez dans le monde numérique. Et donc, la Chine se ferme, notamment à tous les services numériques américains, très tôt. C'est-à-dire que globalement, Yahoo est sorti, Google est interdit, Microsoft est interdit. Enfin, je pourrais faire la liste de tous les services américains interdits en Chine, ils le sont quasiment tous, sans exception. Et donc, à partir de là, la Chine décide de bâtir deux choses, des infrastructures et des services. La Chine décide de devenir numéro 1 mondial des télécoms en 2030. Elle crée des entreprises que vous connaissez tous, qui s'appellent Huawei, qui s'appellent ZTE, qui s'appellent Xiaomi, qui s'appellent Alibaba, qui s'appellent Tencent, qui s'appellent ByteDance. D'accord ? Et donc, très rapidement, la Chine comprend l'importance du pouvoir du numérique. Et donc investit massivement. Alors, dans des infrastructures de télécommunications, je reviendrai sur le cas Huawei. Si vous vous intéressez à la question de l'Internet depuis quelques années, le cas Huawei, c'est un très très beau cas de conflit sino-américain dans les télécoms. Donc, les Chinois bâtissent des infrastructures et surtout les exportent. Ils ont des technologies qui rivalisent sans difficulté, voire sont supérieures à celles des Européens ou des Américains. Alors, il y a eu Cisco a fait beaucoup de procès à Huawei pour espionnage industriel. Toujours est-il que les infrastructures sont déployées en Afrique et en Europe, dans les cœurs de réseau des opérateurs télécoms. Bon. Alors, les Chinois ont moins de câbles sous-marins que les Américains, moins de data centers que les Américains en dehors de la Chine, mais ils avancent. Huawei est en train d'ouvrir un data center en Irlande, en Europe, cette année. Donc, construction d'infrastructures nationales et internationales sur lesquelles on peut s'appuyer. Deuxièmement, construction de champions nationaux et internationaux. Il y a un très bon bouquin d'une collègue sur Alibaba qui s'appelle Infrastructuring China et qui montre très bien comment les Chinois ont pensé les plateformes et les marketplaces comme des outils pour faciliter leur développement économique et donc étendre leur influence économique au reste du monde, et notamment pour internationaliser les PME chinoises. Tout ça a été pensé, hein, ce n'est pas des entrepreneurs privés qui... Oui, il y a des entrepreneurs privés qui ont fait quand ça a été décidé. Donc, le numérique chinois et l'Internet chinois, c'est une vision alternative, très différente au fond de celle des Américains, mais pas si différente au fond. Puisque dans les deux cas, on a quelque chose de très intéressant. Un pouvoir politique, un pouvoir militaire, qui vont à chaque fois s'appuyer sur des acteurs privés. Alibaba,
Tencent, Google, Facebook, Microsoft et d'autres, pour étendre un pouvoir au travers de l'Internet par des entreprises et des plateformes numériques. Et donc là, vous avez une alliance entre un pouvoir militaire, un pouvoir civil et un pouvoir économique. Bon. Alors, c'est pensé politiquement dans des termes très différents entre les Chinois et les Américains, mais si aujourd'hui vous voulez comprendre une chose qui est très compliquée pour l'Europe, et pourquoi l'Europe est absente du numérique, c'est parce qu'elle est incapable de penser cette articulation entre ces trois éléments. L'Europe n'a pas de puissance militaire. Merci, on le voit bien actuellement. Elle n'a pas forcément une puissance politique sur les sujets géopolitiques. On le voit encore de façon assez éclatante aujourd'hui. Et elle pourrait avoir un pouvoir économique qu'elle a. Mais globalement, elle n'a pas su faire. Et si tant est qu'elle fasse émerger des acteurs du numérique, le problème, c'est comment les articuler avec le pouvoir politique et le pouvoir militaire. Et l'Europe, qui a fait une séparation très nette entre ces trois pouvoirs, à la grande différence des Américains et des Chinois, aurait beaucoup de difficultés à penser cette articulation. C'est un article assez récent que j'ai écrit où j'essaie de montrer que c'est justement pour ça que l'Europe échoue dans le numérique, c'est qu'elle est incapable de penser cette articulation entre ces trois éléments que la Chine et les États-Unis, de façon différenciée, pensent. Mais pensent et le font. Alors, le split Internet, c'est donc l'expression de tensions géopolitiques extrêmement fortes qui ne font que s'accroître. J'ai, dans le temps qui m'est imparti, malheureusement, pas trop le temps de vous parler de l'Inde ou de l'Iran ou du Brésil, qui sont des pays qui ont fait aussi d'autres choix et qui ont d'autres politiques concernant l'Internet. Mais très concrètement, ce sont des acteurs qui aussi pèsent de tout leur poids. Alors, pour terminer, finalement, comment penser ces questions d'un point de vue de la guerre? Parce que, au fond, quand on regarde tout ça, les tensions se sont multipliées, les États commencent à s'affronter de façon violente, puisqu'on s'attaque aujourd'hui à des hôpitaux, par exemple. On ne s'attaque pas simplement à des infrastructures militaires. On s'attaque à des hôpitaux aujourd'hui. Bon. Alors, très concrètement, c'est quelque chose qui a été pensé. Et ça a été pensé notamment lors de la révision stratégique militaire après la chute du mur aux États-Unis, où vous avez une doctrine militaire de Total Information Dominance, qui est globalement la dominance cognitive, légale et compétitive. Et si vous balayez les caractéristiques qui la décrivent, vous allez vite vous apercevoir que ça ressemble bizarrement à l'Internet qu'on connaît dans la version américaine. Pourquoi ? Parce que très simplement, vous avez l'idée que si on contrôle la connaissance, on contrôle la totalité de la connaissance et de l'information, on peut acquérir une suprématie. Comment on arrive à convaincre les individus? On a une approche très ouverte du sujet où tout le monde peut s'exprimer. C'est la vision politique libérale. Et très concrètement, pour créer des incitations, on crée des rentes cognitives, c'est-à-dire que globalement, ceux qui participent de cette économie cognitive peuvent obtenir des gains substantiels. CF Google, qui a des rentes, pour le coup, et cognitives et financières. Bon. Et donc, comment est-ce qu'on gagne? Comment on se défend? C'est en étant par la supériorité de la maîtrise de l'information. Et par des guerres d'influence. Vous avez une autre vision de cette guerre cognitive qui est ce qu'on appelle la guerre grise et clandestine. Et globalement, l'idée ici, c'est de polluer les systèmes cognitifs de vos ennemis. Et donc, c'est massivement de la désinformation, massivement des fausses informations. C'est l'idée de paralyser les systèmes de décision et de commande. C'est des opérations psychologiques avec des leurres,
c'est la restriction de la mobilité de l'expertise. Bref, globalement, si je voulais résumer très rapidement ce tableau, vous avez une vision russe et une vision américaine qui s'expriment. Bon. Mais il serait assez, réducteur de penser que ces acteurs-là ne jouent qu'un tableau. Ils jouent toujours deux tableaux. Voilà. Et donc, évidemment que les Américains jouent les deux et les Russes jouent les deux. Sauf que je pense que sur le premier plan, les Américains ont clairement une longueur d'avance, là où les Russes manipulent le deuxième mode d'action de façon remarquable. Et ça va être un petit peu mon point conclusif pour expliquer les tensions géopolitiques. Donc cette guerre cognitive, aujourd'hui, elle se manifeste de mon point de vue de trois façons. Vous avez la guerre par Internet. Quand on dit la guerre par Internet, vous avez certainement entendu parler de quelque chose qui s'appelle Stuxnet. Stuxnet, ça vous dit quelque chose ou pas? Stuxnet, c'est une opération absolument incroyable où on va introduire un verre informatique dans un système industriel, celui de Siemens en l'occurrence, pour contrôler des centrifugeuses dans des usines nucléaires en Iran. Et tout ça sans que les Iraniens le voient parce qu'on maintient l'information de façon invisible sur les tableaux de bord. SolarWinds, ça c'est les Russes, 2010, qui ont globalement réussi à infiltrer le Pentagone américain. Et donc là, en fait, l'Internet est quoi? C'est un vecteur par lequel on atteint d'autres cibles. Bon. Donc ça, c'est la guerre par Internet. Ensuite, il y a la guerre sur Internet. La guerre sur Internet, c'est quoi? C'est utiliser l'arme informationnelle et modifier les représentations et les représentations et la connaissance. Là, c'est toutes les guerres de désinformation et il serait beaucoup trop long de les décrire toutes, mais concrètement, vous pouvez prendre le cas du Brexit qui a été largement documenté par le Parlement britannique lui-même, qui a fait une étude très précise sur ce qui lui est arrivé. Globalement, les Russes ont réussi une opération de désinformation absolument massive et extrêmement bien exécutée. Le rapport du Parlement britannique est à cet égard extrêmement instructif. Donc ça, c'est la guerre sur Internet. Et puis, il y a une dernière forme de guerre, qui est la guerre au-delà de l'Internet, qui, globalement, vise à empêcher les capacités que l'Internet permet. Ici, j'y vois trois formes. La guerre sur les infrastructures. Un très bel exemple, ça s'appelle Starlink. La guerre ukrainienne nous en donne un exemple magnifique. Les Russes ont détruit les infrastructures Internet ukrainiennes. Les Américains sont arrivés 3 jours après avec les satellites Starlink. Starlink, aujourd'hui, est interdit en Chine, en Iran, en Inde, au Brésil. Je pourrais multiplier la liste des pays qui interdisent. Globalement, tous les ennemis des États-Unis ont interdit Starlink. Bon. La guerre des processeurs. Chip Act 2022. Ici, l'idée est d'empêcher, notamment un acteur particulièrement, la Chine en l'occurrence. Les États-Unis veulent empêcher la Chine d'accéder à une capacité dans l'intelligence artificielle et dans l'ordinateur quantique pour rester devant eux et maîtriser la puissance de calcul. Et dernier aspect, il y a la question de la maîtrise de la sécurité des communications. Globalement ici, c'est la course au quantique. Pourquoi? Parce qu'on dit que la suprématie quantique permettrait de casser toutes les clés de cryptage actuelles et donc fournirait à la nation qui aujourd'hui le contrôlerait une capacité à lire toutes les communications de toutes les autres nations. Et donc là, vous voyez qu'on a actuellement, véritablement, dans l'espace cognitif qui est Internet, 3 formes de guerre qui sont aujourd'hui bien présentes. Une qui empêche ces capacités de se développer, une qui pollue l'espace cognitif par de la désinformation, et puis une qui utilise comme vecteur pour atteindre des cibles et différents types de cibles, y compris des cibles civiles. Voilà, et donc pour terminer mon propos, Internet a pour moi toujours eu 2 origines, une militaire, une
scientifique et utopique. On a pendant très longtemps voulu voir, parce que c'est un très beau roman, une très belle utopie, magnifique, celui du partage de la connaissance, de l'empowerment des individus. On ne peut pas dire que cette utopie, pour l'instant, soit une dystopie, mais si on revient aux propos de Norbert Wiener, 1948, Norbert Wiener, dans son livre, explique très très bien la ligne de crête étroite qu'il y aura dans le développement des systèmes cybernétiques entre le bien et le mal. Il semble que les humains qui ont mis au point ces systèmes, aujourd'hui, retrouvent leurs vieux démons, alors même que ces systèmes ont été inventés, je le rappelle, en retour aux origines, pour essayer d'éviter les guerres. Merci de votre attention.